je me présente, je suis Agnès Gandon, je suis responsable de l'unité énergie renouvelable à la métropole de Rouen-Normandie et j'aurai en charge plus particulièrement le pilotage et l'animation du futur contrat de chaleur renouvelable avec l'ADEME. Et je serai accompagnée de Tiffaine Bréant également, la vraie. En effet, donc Tiffaine Bréant, je suis chef de projet chaleur renouvelable au sein de la SPL Alterne, donc Agence locale de la transition énergétique Rouen-Normandie. Donc, c'est une structure à capitaux publics donc par la métropole et les communes actionnaires qui a pour but d'accompagner la métropole dans le but de mettre en place les objectifs du plan climat métropolitain. Alors, je serai également accompagnée de Maïté Dufour de l'ADEME, si tu veux dire deux mots, Maïté. Oui, bonjour à tous. Donc Maïté Dufour de l'ADEME en direction régionale Normandie. Je suis ingénieure bâtiment et énergie renouvelable et je suis donc le projet de contrat chaleur renouvelable territorial de la métropole pour le compte de l'ADEME, qui s'inscrit pleinement dans la politique de l'ADEME et de l'État de manière plus générale de promotion de la chaleur renouvelable sur le territoire. Et donc, il y a effectivement Esther Bayeul d'Auxilia qui nous accompagne depuis le début dans la démarche que nous menons depuis janvier 2023. Donc, au sommaire pour ce webinaire, 4 points. Le premier point a pour objet de vous faire part où nous en sommes dans les énergies renouvelables thermiques. Puis nous ferons une présentation détaillée sur le contrat de chaleur renouvelable territorial, avec un focus sur les 3 filières concernées que sont la géothermie, basse température, assistée avec une pompe à chaleur, le bois énergie et le solaire thermique. Ensuite, nous pourrons voir si votre projet est pertinent, comment voir si votre projet est pertinent, de quoi vous pouvez bénéficier grâce à ce contrat et surtout si vous êtes bien éligible au contrat de chaleur renouvelable. Et puis, on fera un point également sur tous les projets en émergence depuis le début de l'année et puis quelles sont les échéances à venir. Et après, on réservera un petit temps de questions-réponses sur tout ce qu'on vous aura dit. Le troisième point concernera 2 témoignages. Donc, merci à eux. Donc, Lise Brunet de la Petite Auberge à Jumièges et Anthony R du SDIS 76 qui vont témoigner de leur accompagnement via Énergie Métropole sur la chaleur renouvelable. Et puis, pour finir, on verra concrètement comment faire si vous avez un projet. Pour démarrer, on vous propose d'abord de faire un petit point sur les énergies renouvelables. Alors, on va aller assez vite parce que beaucoup d'entre vous savent très bien de quoi ils retournent, mais ça nous paraissait important d'avoir les choses en tête avant de passer à l'échelon territorial. Donc, il faut bien avoir en tête qu'on est dans un contexte énergétique quand même sous tension puisque la France est en retard sur les énergies renouvelables. On est censé, on a un objectif on avait un objectif de 23% de notre consommation en 2021 et on n'est qu'à 19 aujourd'hui. On dépend toujours fortement des énergies fossiles, hein, donc gaz et pétrole notamment qui représentent 60% de notre consommation. Euh, L'autre moyen pour augmenter notre part d'énergie renouvelable et faire notre transition énergétique, c'est la rénovation énergétique, l'efficacité énergétique. Et là-dessus, on est aussi relativement en retard. On a des obligations, notamment pour ceux qui ont un parc tertiaire et des bâtiments de plus de mètres carrés, plus de 1000 mètres carrés, on se voit imposer une réduction des consommations énergétiques progressive. On est au deuxième plan national de sobriété, mais c'est une thématique assez neuve et qui a effectivement déjà eu des résultats, hein, mais qui doit être approfondie. Et bien sûr, vous l'avez tous constaté, on est dans une période de hausse du coût de l'énergie, notamment due évidemment à la situation internationale, à la reprise économique post-Covid et aux difficultés du parc nucléaire, ce qui fait qu'il y a eu des mesures, mais qu'aujourd'hui, le bouclier tarifaire qui existait sur le gaz a été supprimé en juillet. Il est maintenu que sur l'électricité et il est voué à disparaître à court terme. Par ailleurs, la hausse l'électricité voit son prix réglementé également augmenter. C'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête comme une dynamique globale. Face à ça, les énergies renouvelables sont vraiment une source d'indépendance énergétique. D'abord, elles apportent des retombées économiques. Elles peuvent être déployées relativement rapidement par rapport à d'autres sources d'énergie. Elles sont efficaces pour baisser nos émissions et renforcer notre indépendance.
puisqu'elles exploitent de l'énergie locale. Elles encouragent la complémentarité des territoires et des énergies qui ont tous des ressources différentes. Et on peut s'appuyer sur des évolutions réglementaires importantes, comme la loi d'accélération des ENR, donc, qui a été adoptée en février 2023, le décret tertiaire dont j'ai parlé, qui peuvent accélérer le développement des ENR et globalement la transition énergétique. Et le contrat chaleur fait partie de ces mesures. Donc, juste pour rappeler de quoi on parle quand on parle des énergies renouvelables et de leur complémentarité, donc, on peut produire avec des énergies renouvelables, donc de l'électricité, le solaire photovoltaïque, à partir du soleil, l'éolien, l'hydroélectricité, et on peut produire aussi de la chaleur. Donc, c'est là qu'arrive le solaire thermique, donc à ne pas confondre avec le solaire photovoltaïque. Donc là, c'est l'énergie du soleil qui est récupérée grâce à des capteurs avec un fluide qui transporte la chaleur jusqu'à un ballon d'eau chaude, par exemple. Le bois, donc, qui va en brûlant alimenter le foyer d'une chaudière ou d'un réseau de chaleur. La géothermie qui utilise la chaleur du sol à moyenne ou grande profondeur pour produire de la chaleur et parfois de l'électricité, mais globalement plutôt de la chaleur. Et puis la méthanisation, donc, qui permet de produire du biogaz à partir de la fermentation de plusieurs intrants à niveau d'éjection d'animaux, sous-produits de culture, etc. Donc, nous, on va s'intéresser qu'à quelques-unes de ces filières, mais on y reviendra tout à l'heure. Et pour commencer, on vous propose un petit quiz, puisque donc, on le disait, on a un objectif européen et on a aussi la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui prévoit que la France atteigne 32% d'énergie renouvelable et de récupération en 2030. Donc, la première question qu'on voudrait vous poser, c'est en France, la production de chaleur représente la moitié des consommations d'énergie. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Donc, quelle est la part de la chaleur dans nos consommations d'énergie? Donc, Margot, je crois que tu affiches en ce moment la question. Je te laisse nous dire quand c'est Oui, quand ça les y réponses est, sont bien lancées. les premiers votants ont voté. Pour l'instant, on a une égalité parfaite entre vrai et faux. On a 20 personnes sur 40. On attend les derniers votants. On a une... Dites-nous ce que Ouais, vous en pensez. on vous laisse encore quelques secondes. C'est vraiment une égalité parfaite. Je propose qu'on mette fin au sondage et donc on a une... Hop, je vous partage les résultats. Une réponse de plus pour le faux. Très bien. Et ben, effectivement, puisque la réponse est 37%, ce qui est quand même pas négligeable. Donc, c'est quand même une part très importante. Et concernant donc justement sur ces besoins en chaleur qui sont assez importants, quelle est la part de chaleur que nous consommons aujourd'hui qui est issue des énergies renouvelables? Donc, vraiment par rapport aux énergies qu'on vous a présentées, celles qui produisent de la chaleur, quelle est la part de la chaleur que nous consommons qui est issue de ces énergies et non, par exemple, d'énergie fossile? Alors pour le moment, on a une majorité de réponses pour le 15%. Vraiment, c'est sans appel. Quelques répondants pour 22% et 4%. On vous laisse encore quelques secondes. Hop, c'est terminé. Je partage les résultats. Esther, est-ce que c'était la bonne réponse? 15%, c'était la bonne réponse, tout à fait. Donc, c'est une part assez limitée et il y a il y a une grosse marge de manœuvre pour améliorer la part d'énergie renouvelable dans notre consommation. Merci pour votre participation. Un petit focus maintenant sur l'échelon de la métropole Rouen-Normandie, puisque c'est ce qui nous intéresse. Agnès, je laisse continuer. Et alors, du coup, il faut qu'on augmente la part de chaleur renouvelable dans notre consommation, mais a-t-on les ressources sur notre territoire? Donc, nous sommes exercé un exercice de prospective pour 2050. Nous avons évalué nos consommations, donc après des actions de rénovation et de sobriété. Donc, à droite, vous avez en rose les consommations, donc on est à peu près à 1000 gigawattheures par an. Et à gauche, on a évalué le potentiel sur notre territoire. Donc en jaune, vous avez le potentiel solaire thermique qui est un peu qui est très, très, très léger. Et ensuite, le potentiel net de géothermie en bleu et en marron, donc le potentiel géothermique qui est très important. Et puis en marron, le potentiel en bois énergie. Donc, on voit bien qu'on couvre correctement nos besoins en chaleur.
tout à fait, un peu légèrement. Et si on va chercher le bois énergie à l'extérieur de nos frontières, enfin, en tout cas à côté, au niveau régional, on couvre largement nos besoins. Donc vraiment, la ressource est disponible. Il faut la mobiliser. Donc vous pouvez vraiment faire des projets en toute tranquillité, en tout cas au niveau de la ressource. Merci beaucoup. Avant qu'on passe à la suite, donc à vraiment la présentation du contrat de chaleur, s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur ce qui a déjà été présenté. Sinon, on vous laisse voilà, une minute pour, si vous avez une question de compréhension ou de contexte, avant qu'on passe à la présentation du contrat lui-même. Très bien. Bah, écoutez, ça m'a l'air bon. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de poser votre question, on y reviendra sans problème par la suite ou directement dans le chat. Je propose, Agnès, qu'on passe à la présentation du contrat. Donc, le contrat de chaleur renouvelable, c'est un dispositif euh, d'animation et de développement de la chaleur renouvelable sur notre territoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2009, l'État a confié à l'ADEME la gestion d'un fonds chaleur national pour pouvoir massifier les installations de production de chaleur renouvelable et de récupération, et également le développement de réseaux de chaleur urbains. Néanmoins, les projets de petite taille ne pouvaient pas accéder à ce fonds national ADEME. Donc là, l'idée du contrat est de bien de regrouper les projets de petite taille pour pouvoir vous faire bénéficier de subventions de l'ADEME. Donc, on est vraiment dans une logique de regrouper des projets à l'échelle du territoire de la métropole et puis avec des objectifs d'installation à réaliser sur 3 ans. Donc, le rôle de la métropole, c'est vraiment de mobiliser les maîtres d'ouvrage pour vous déclencher justement des projets, vous accompagner, suivre les projets et être garant de l'objectif de, de de l'atteinte de ces objectifs. Donc aujourd'hui, c'est vous informer, répondre à vos questions et puis aussi continuer la dynamique qu'on a déjà amorcée depuis le début de l'année 2023. Donc, comme je le disais, on a commencé à travailler en janvier pour préfigurer le contrat de chaleur renouvelable, donc jusqu'en septembre, puisqu'on a déposé le dossier de candidature en septembre. Et on a établi un objectif de 52 installations à réaliser d'ici 3 ans, donc, qui permettront de produire sur notre territoire à peu près 11 000 mégawattheures. On a recensé ces 52 installations, mais elles sont complètement permutables. Donc, si vous avez des projets aujourd'hui, faites-vous connaître. Et donc, ce contrat, s'il est bien signé avec l'ADEME, il est en instruction aujourd'hui, on pourra prétendre sur tout le territoire à des subventions à hauteur de 7,2 millions d'euros. Donc, ce premier contrat va s'établir sur 3 ans, 2024, 2025, 2026, et il y aura également une possibilité de démarrage, de prolongation du contrat sur les 3 années suivantes, 2027, 2028 et 2029. Merci. C'est l'heure maintenant de vous présenter les filières qui sont concernées et leurs usages possibles. Tiffany, si tu veux bien présenter ces 3 filières. Oui, tout à fait. Je vais revenir en effet un peu plus en détail sur les 3 filières. Donc, en premier lieu, le bois énergie, pour lequel il y a 2 combustibles possibles. On distingue la plaquette du bois déchiqueté et le granulé. Les 2 technologies, enfin, ces technologies sont éprouvées. Il y a plusieurs installations déjà sur le territoire. L'avantage de la plaquette forestière, c'est que son combustible est moins cher. Le granulé va lui être plus calibré, plus sec, mais être un peu plus onéreux. Dans les 2 cas, ces combustibles sont issus de filières locales et elles nécessitent en revanche la nécessité d'un volume disponible pour le stockage et également un effort de maintenance qui est plus important que pour une chaudière classique, par exemple au gaz ou au fioul. Ensuite, vous avez la géothermie qui va vous permettre de récupérer la chaleur issue du sol. Donc, c'est de la géothermie de surface. On distingue à nouveau 2 technologies. Il y a la géothermie sur sonde en boucle fermée et la géothermie sur nappe en boucle ouverte. Dans les 2 cas, cela permet d'avoir un coefficient de performance élevé. Pour 1 kWh d'électricité, on va récupérer grâce à la pompe à chaleur 3 à 4 kWh d'énergie. Donc c'est une pompe à chaleur OO à distinguer des pompes à chaleur RO. Il y a
pour ces pompes à chaleur une performance 2 fois plus élevée. Donc le potentiel existe sur la métropole. Il s'agit du coup d'évaluer pour chaque projet laquelle technologie pourrait être envisagée. Et à noter par contre que c'est une technologie plutôt basse température qui parfois n'est pas forcément adaptée avec des régimes d'eau classiques. Il faut donc prévoir soit des émetteurs basse température, des émetteurs donc grande surface, des planchers chauffants, ou alors que le bâtiment soit suffisamment isolé. Et enfin, le solaire thermique, donc c'est la capacité de récupérer la chaleur du solaire pour pouvoir produire de l'eau chaude sanitaire. Là, l'intérêt, c'est quand les besoins d'eau chaude sanitaire sont présents, surtout en période estivale, sur la saison chaude, pour pouvoir du coup consommer cette chaleur disponible. Et pour savoir si votre projet est pertinent, donc il y a l'ADEME Île-de-France qui a mené une démarche de structuration des différentes énergies et d'ordre de priorité à choisir. Donc en premier lieu, l'idée de pouvoir récupérer la chaleur non délocalisable existante, donc par exemple la récupération de chaleur fatale, ce qui n'est pas forcément disponible partout sur notre territoire. Ensuite, la géothermie, puisque c'est une énergie non délocalisable, avec évidemment la nécessité du coup de prendre en compte les contraintes techniques, un régime basse température et du foncier disponible. Et enfin, des énergies délocalisables à créer avec la biomasse et le solaire notamment. Donc voilà, cette démarche peut être suivie du coup. Et les études d'opportunité proposées par Énergie Métropole qui sont gratuites sont multi-énergie pour vous permettre un peu d'identifier quels sont les avantages, contraintes de chaque énergie sur votre projet. Et je repasse la parole à Agnès. Alors, de quoi vous pouvez bénéficier? Euh, D'abord d'un accompagnement d'énergie métropole complètement personnalisé tout au long de votre projet. Donc, ça veut dire des études d'opportunité multi-énergie gratuites, également des études de faisabilité en partie financées justement grâce au contrat de chaleur renouvelable à peu près à hauteur de 70%. Et puis, vous avez tout un tas d'aides à l'investissement pour la réalisation des travaux d'installation. Donc, cette aide, elle est forfaitaire. euh, elle est proportionnelle au mégawattheure de chaleur produite. Donc, ça va varier par rapport au montant des travaux. Ça peut varier entre 20 et 70%. On a constaté aujourd'hui, en moyenne, on est à peu près à 50%. Ensuite, Énergie Métropole pourra vous aider et vous donner des avis sur les choix techniques qui sont proposés par vos prestataires, que ce soit les bureaux d'études, les exploitants, les installateurs ou les fabricants. Euh, et puis, vous aider au montage du dossier de subvention et également rechercher des cofinancements qui seront sûrement nécessaires pour boucler votre plan de financement. Bien évidemment, ces installations vous permettent également d'avoir des prix de combustible beaucoup plus stables que ce qu'on peut constater sur les énergies fossiles, une baisse des factures énergétiques, et puis, on l'a déjà vu, hein, des technologies fiables et respectueuses de l'environnement, donc des énergies neutres en carbone pour limiter le dérèglement climatique. Ensuite, est-ce que vous êtes bien éligible? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les porteurs de projets professionnels sont éligibles. Donc, que ce soit les bailleurs sociaux, les copropriétés, tous les types d'entreprises, les collectivités locales et les établissements publics locaux. Donc, ça peut être les lycées, les collèges, les universités, les SDIS, les hôpitaux, etc. Et puis également les agriculteurs et les agricultrices. Alors, tous les projets de toute taille sont éligibles. Les travaux doivent être réalisés à partir de la signature du contrat, donc 1er mars 2024. Cependant, il est possible de réaliser les études d'opportunité et les études de faisabilité un petit peu en amont, donc avant la signature du contrat. Et ces projets peuvent être réalisés sur des bâtiments neufs ou à rénover, qu'ils soient concernés par le décret tertiaire ou non. Et surtout, ce qui est important, ils doivent être réalisés par des professionnels qualifiés, reconnus garants de l'environnement RGE. Alors, ce qui reste, ce qui n'est pas éligible, c'est simple, c'est toutes les opérations des particuliers. Également les bâtiments de l'État,
Si vous avez des bâtiments qui peuvent être raccordés au réseau de chaleur de la métropole, ça ne sera pas possible puisqu'on privilégiera, comme dit Tiffaine, la mutualisation et donc ça ne sera pas possible. Euh, Esther l'a dit, les opérations de production d'électricité renouvelable ou de cogénération, ce n'est pas notre champ d'action. Et puis, les installations qui ne satisferaient pas les critères de qualité de l'air non plus. Et les pompes à chaleur RO également. Et puis, je le rappelle, les projets dont les travaux auront démarré en 2023 ne seront pas éligibles. Merci. Tiffaine, je te laisse faire un point sur la dynamique enclenchée, puisqu'il y a déjà pas mal de projets en étude. Oui, voilà, donc sur la carte, on peut voir à peu près tous les porteurs de projets pour lesquels on a eu un contact aujourd'hui. Près de 50% de ces contacts ont mené à des études d'opportunité. D'autres sont en préqualification ou ne sont plus forcément d'actualité. Donc l'intérêt, c'est de voir que tout le territoire de la métropole est couvert et que plusieurs typologies de porteurs de projets ont été contactés. Donc que ce soit des collectivités, des copropriétés, des bailleurs sociaux, entreprises, établissements de santé, voilà, il y a un peu tout. La diversité d'acteurs se trouve surtout autour des grandes communes telles que Rouen, mais l'ensemble du territoire de la métropole est couvert aujourd'hui. Donc, comment va s'articuler le calendrier des étapes de votre projet? Donc, dans un premier temps, vous allez réfléchir à vos besoins, voir un peu si vous avez besoin de changer un moyen de chauffage, par exemple. Ensuite, il s'agira d'identifier les opportunités grâce à l'étude d'opportunité, ce qui vous permettra d'avoir un peu un avis sur toutes les énergies, une estimation des investissements et l'évaluation du taux de subvention. Ensuite, vous pourriez alors choisir une des trois énergies et poursuivre sur une faisabilité, une étude complémentaire qui est financée en partie grâce au contrat. Vous pourrez également réaliser les travaux et pour cela, on vous accompagne toujours. On peut aussi vous aider à identifier le portage juridique financier de votre projet. Et enfin, il y aura la mise en exploitation et il sera important en fait de la suivre tout au long jusqu'à la fin de sa mise en service et également une fois que son fonctionnement est mis en place, voilà, pour pouvoir suivre son fonctionnement. Donc le premier contrat, il débutera en 2024 et il est possible de commencer les études dès à présent. Donc voilà, l'ensemble des accompagnements est remis sur la frise chronologique juste en dessous. Et à savoir que la prise en charge financière est variable, mais en moyenne, on se situe aux alentours de 50%, comme le disait Agnès. Et il pourrait du coup y avoir un deuxième contrat à l'issue entre 2027 et 2029. Et le contrat chaleur est compatible avec d'autres aides. Il y a ici la liste qui n'est pas exhaustive de toutes les aides qui sont compatibles. Simplement, ce sera pas les certificats d'économie d'énergie ne pourront pas être cumulés avec toutes les aides listées et celles du contrat. Merci pour cette présentation. Je laisse un petit peu parce que je suis passée assez vite sur ce tableau si vous avez eu le temps de lire. On va donner la parole après à deux porteurs de projets qui sont actuellement en train de justement d'identifier les travaux possibles et de faire les études et qui ont accepté gentiment de témoigner de leur expérience de cet accompagnement. Avant cela, est-ce que certains d'entre vous ont des questions sur ce qui vient d'être présenté, sur les modalités du contrat, sur des cas spécifiques? Vous pouvez poser dans le chat. Euh, N'hésitez pas à nous poser la question, sachant que je pense aussi que le témoignage des porteurs de projets devrait vous permettre de voir un petit peu plus comment ça se passe concrètement. Marine Voignant, 3F Normandie. Je suis étonné d'un point. Alors, peut-être que j'avais commencé à regarder le contrat de chaleur renouvelable et au niveau de la puissance, enfin, le dimensionnement des installations pris en compte dans le contrat de chaleur renouvelable, de souvenir, il y avait des seuils euh, en haut, enfin, en puissance maximale ou en minimale de souvenir. Et là, vous disiez qu'en fait, il n'y a pas d'exigence. Donc peut-être que c'est une différence entre le contrat patrimonial et territorial. Peut-être qu'il y a une différence, je ne sais pas trop. C'est possible. Alors, il y a un seuil très très élevé pour passer au fond chaleur, pour passer à l'autre fond chaleur, mais peut-être
Je ne sais pas si Agnès ou Tiffaine ou même Maïté, vous souhaitez préciser cette réponse pour le contrat de chaleur territorial sur les seuils de puissance. Aujourd'hui, en effet, non, il y a pas de seuil maximum. Après, parfois, si les projets ont une taille conséquente, il y a d'autres fonds qui sont plus, euh, plus à appliquer dans ces cas-là. Mais dans le D'accord. cas du contrat chaleur territorial, effectivement, il n'y a pas de limite fixée. Ok. Et donc en fait là, vous avez visé quand même dans votre contrat sur 3 ans une puissance finalement, enfin un nombre de gigawattheures. En nombre de Si gigawattheures, vous oui. les, si vous les dépassez ou si vous êtes en dessous, ça a une incidence sur le contrat global? Le but, c'est de les atteindre et on peut les dépasser si jamais. Alors, si on les dépasse, Maïté, tu me corriges, mais du coup, il y aura obligatoirement un avenant. Il faut qu'on réalise nos objectifs, ils sont quand même ambitieux. Donc déjà, sur 3 ans, on a de quoi faire. Oui, disons que si les objectifs sont atteints par anticipation, on arrêtera le contrat avant les 3 ans et il faudra que la métropole redépose une demande d'aide auprès de l'ADEME pour réaliser un second contrat. Monsieur Grave, vous levez la main, je vous laisse poser votre question. C'était pour vous poser une question un peu, si on peut revenir sur le tableau juste avant, s'il vous plaît. Oui, les certificats d'économie d'énergie, je vois qu'ils sont pas, qu'ils sont incompatibles avec le CCRT. Est-ce que vous pouvez nous donner l'explication? Bah, raison, alors je ne sais pas s'il y a une raison, en tout cas dans les règles ADEME, les aides fonds chaleur à la production ne sont pas cumulables avec les certificats d'économie d'énergie pour la taille des projets dont on parle là aujourd'hui. Donc ça, c'est D'accord. une règle fonds chaleur, une règle de l'ADEME qui s'applique à tous les opérateurs de CCRT. Voilà, D'accord, très bien. Merci, c'est bien une règle de l'ADEME. Donc. Ok, c'est ça. merci. Merci. Monsieur Vidard de la Ruelle, je vous laisse poser votre question. Bonjour, Louis Bidard de la Ruelle du CH d'Elbeuf, Louviers, Val-de-Reuil. Nous avons une petite question à propos des établissements éligibles aux notes d'opportunité, parce qu'en effet, notre établissement, il rentrait pas dans le périmètre de ces études, car il était potentiellement éligible à la création d'un futur réseau de chaleur sur le territoire elbeuvien. Et donc, comme je crois que ce n'est plus d'actualité, on se demandait si c'était possible du coup de d'agrandir le périmètre à notre établissement sur les études d'opportunité. Alors, en effet, la priorité, c'est de mettre elle est mise sur le réseau de chaleur. Après, on a déjà mené des études d'opportunité pour comparer en fait un raccordement au futur réseau et une énergie indépendante. Mais il est vrai que l'ADEME ne financera pas à la fois un réseau de chaleur et une étude indépendante dans le cas d'un bâtiment qui pourrait être raccordé à un réseau. D'accord. Et dans le cadre où, par nos premiers échanges, comme c'était le cas au début et comme ce n'est plus le cas, je crois, on se demandait si du coup s'il redevenait éligible à ces études d'opportunité. Vis-à-vis du fait que le projet du réseau de chaleur n'est plus pris en compte, je crois, sur notre bassin. Alors moi, j'ai pas eu l'info en tout cas que le réseau de chaleur d'Elbevien n'était plus forcément d'actualité. Il est prévu à plus long terme, mais, D'accord, très bien. mais on pourra revoir du coup ensemble D'accord, très si bien. vous voulez. C'est plutôt une question à ce sujet-là plus précise. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos questions. Je regarde, je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions pour l'instant, ni dans le chat, ni à l'oral. Je vous propose dans ce cas de passer au témoignage pour que vous ayez une idée de comment les porteurs de projets s'y sont pris pour se lancer dans cette démarche et comment se passe l'accompagnement. Madame Bruno, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes d'accord pour commencer à présenter votre témoignage? Donc aujourd'hui, en fait, on a repris donc un établissement sur la commune de Jumièges qui s'appelait anciennement la Taverne des Moines. Donc c'est un restaurant qui est sur le territoire depuis le XXe siècle et donc avec une bâtisse qui est en briques et moellons, donc un très bel endroit qui a été, comment dire, enfin, je vais pas blâmer les gens qui l'ont géré avant, mais des travaux ont été faits et comment dire, pas forcément dans les règles de l'art, du moins pas comme on imaginait faire des travaux pour que l'endroit puisse respirer et puis respecter la pierre, etc. Donc on a retravaillé toute la partie isolation de la bâtisse.
À aujourd'hui, on est sur un établissement qui est chauffé au fioul, donc avec une vieille chaudière, avec une consommation de fioul qui est excessive puisque l'établissement n'était pas du tout isolé au niveau des murs. Donc voilà. Donc nous, le premier poste qui nous a semblé important, sur lequel il fallait qu'on travaille, c'était l'isolation avant tout. Partant du principe que toute énergie non dépensée reste une économie de fait. Donc objectif principal, faire en sorte que la boîte soit bien fermée et confortable. Et dans un second temps, dans la continuité de ça, c'est aussi de se dire, maintenant qu'on a utilisé des matériaux sains, donc toute l'isolation a été refaite en laine de bois et laine de coton. Donc deuxième étape, changer le système de chauffage. Donc c'est de là que j'ai pris contact avec l'ADEME de fil en aiguille. Donc je suis remontée jusqu'au dispositif dont on parle aujourd'hui. Donc j'ai eu un premier diagnostic qui a été fait, puis une seconde visite technique, donc avec des interlocuteurs qui sont très pros. Donc c'est plutôt sympa de pouvoir travailler sur un sujet comme celui-ci avec des gens qui sont à l'écoute. Donc voilà. Pourquoi est-ce qu'on a ce souci vraiment d'énergie renouvelable? C'est qu'à aujourd'hui, l'établissement qu'on est en train de créer, on veut lui donner du sens, mais surtout tous les postes en fait qui sont liés, que ce soit à la structure, mais aussi sur la forme du salariat qu'on va employer, sur les produits qu'on va utiliser. Donc en fait, on souhaite vraiment avoir un support, qui permette d'inspirer aussi les gens. Quand ils viendront chez nous, on pourra leur expliquer de bout en bout le projet, que ce soit sur sa construction jusqu'à notre fonctionnement quand l'entreprise sera en activité, puisqu'à aujourd'hui, le restaurant n'est pas encore ouvert puisqu'on a encore des travaux à faire. On va démarrer donc avec l'ancienne installation. L'idée, c'est de pouvoir démarrer dès début d'année prochaine avec une installation plus saine. Donc, par rapport à notre projet, donc là, je rentre un peu plus dans le détail, mais par rapport à notre projet, on est donc dans une structure qui est cloisonnée. Donc, on est un peu limité étant donné que l'établissement est aussi devant l'abbaye. Donc, autant vous dire que les panneaux solaires et tout ce qui peut changer la typologie de la façade ou même de la toiture, ça peut être problématique. On a une cour intérieure qui ne nous permet pas de faire accéder des véhicules et des engins pour pouvoir mettre en place un système de géothermie. Donc on s'oriente davantage sur une chaudière bois à granulés. Donc, je rebondis aussi sur ce que j'entendais tout à l'heure. On parlait de réseau de chauffage. Là où je pense qu'il est important aussi de travailler, et j'avais abordé le sujet par téléphone quand on a pu échanger précédemment. Aujourd'hui, sur des communes comme la commune de Jumièges, on a quand même des réseaux de personnes et d'entreprises qui sont portées par des associations. Donc là, en l'occurrence, je pense à l'association Terre de Jumièges, qui est une association qui a pour but de créer du lien et qui a vocation à préserver l'environnement et faire des économies aussi, enfin, être un support pour pouvoir donner l'exemple sur certaines actions. Donc, je pense aussi que un accompagnement comme vous faites sur des postes de chauffage, on a quand même sur la commune de Jumièges 4 à 5 restaurants. On a une collectivité qui a besoin, enfin qui travaille aussi dans ce sens-là. Je pense que le support association peut être aussi intéressant pour tout ce qui est alimentation groupée de pelés, etc. Puisqu'à aujourd'hui, effectivement, on parle d'installation, mais il ne faut pas oublier aussi que toutes les économies qui peuvent être faites en transport et aussi donner du sens au transport, parce que se faire livrer individuellement nos pelés comme ça se fait encore aujourd'hui, si on arrive à justement créer cette dynamique avec du sens par rapport aux installations qui seront faites sur le territoire, ça peut aussi donner du sens au mode de livraison. Et j'avais aussi abordé ce sujet-là en disant que ce sujet-là est aussi important à travailler sur la partie approvisionnement, puisque toutes les économies sont bonnes à prendre, tous les déplacements qui peuvent être optimisés sont bons à prendre. Enfin voilà, c'est dans la continuité du projet global, quoi. Donc voilà pour les grandes lignes. Merci beaucoup pour votre présentation. Et juste pour le dernier point, je pense qu'effectivement,
On n'a pas détaillé l'étude de préfiguration, mais il y a effectivement un travail qui est fait en parallèle. Peut-être que Agnès ou Tiffaine, vous voulez en dire un mot, mais sur la structuration des filières qui sont associées au contrat. Ça va dans le sens que vous dites et que l'amont et enfin, la demande et l'offre sont tout aussi importantes dans ce genre de démarche. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou à lever la main. Et en attendant, je ne sais pas si Tiffaine et Agnès veulent réagir, parce que je crois aussi qu'il faut peut-être préciser pour expliquer comment ça se passe. Donc, les visites ont eu lieu et ensuite est programmée, donc ça n'a pas encore eu lieu pour vous, je crois, mais ensuite est programmée une restitution de l'étude pour La expliquer. restitution Voilà. a été faite A été faite, en d'accord. visio en début de semaine. D'accord, très bien. Et donc voilà, donc là, c'est à ce moment-là que on explique plus les choix possibles et que les orientations commencent à être un peu définies. Ouais, avec quand même malgré tout une prise en charge qui est, enfin pour mon cas, plutôt intéressante sur un budget global. Alors après, on a quand même une prise en charge entre 60 et 70%, sans cumuler des aides supplémentaires qui pourraient peut-être venir se greffer dessus, mais j'ai pas eu trop le temps. Étant donné que le dispositif sera mis en place pour début d'année 2024, ça me laisse un peu le temps aussi de réfléchir et de continuer à monter mon dossier tout en démarrant l'activité, etc. En fait, une installation, comment dire, à énergie renouvelable, finalement, de par votre dispositif, ça permet en fait à ce que le projet soit possible, en fait. Là, aujourd'hui, je sais que j'avais fait faire un devis pour l'installation de la chaudière bois. On est sur un investissement aux alentours de 30 000 euros. Le reste à charge sera à peu près 10 000 euros, quoi. Donc, c'est pas négligeable. Est-ce qu'il y a je ne sais pas si Agnès ou Tiffany, est-ce que vous avez des choses à ajouter avant qu'on passe la parole à Monsieur R? C'est bon? Disons que ça, au-delà de regrouper du coup les aides financières, l'idée ce sera aussi de pouvoir regrouper, comme vous disiez, pourquoi pas les achats de combustible et aussi l'exploitation, la maintenance en fait des équipements. Toutes les petites installations pourraient avoir par exemple un contrat commun, voilà, avoir ceux qui le désirent ou non. Mais même dans le portage de projet, voilà, tout ça, ça peut être en effet globalisé. Eh bien, Madame Bruno, je vous remercie infiniment pour avoir pris le temps de nous partager votre projet et comment ça s'est passé pour vous. Je propose de passer la parole à Monsieur R. Déjà par rapport donc à la précédente intervenante, voilà, moi c'est un profil totalement différent parce que j'ai à la gestion un parc. Je suis expert énergie pour le SDIS 76, donc les pompiers de Seine-Maritime. Là, je veux bien changer de slide, s'il vous plaît. Donc voilà, la Seine-Maritime, c'est ce département-là. Donc on a 708 communes à protéger, plus de 6000 km² d'intervention. Et pour cela, on a besoin de beaucoup de sites. Et donc, pareil, je vais vous demander d'aller au slide d'après. On a en tout 86 sites à exploiter et à gérer. Donc, chacun des sites ont des âges, des vétustés différentes. On a des bâtiments qui sortent de terre en ce moment et des bâtiments qui sont plus que centenaires et qui n'ont pas eu de réhabilitation depuis au moins 30 ou 40 ans. Donc, j'ai à la gestion, mon objectif, moi, au sein du SDIS, c'est de faire le renouvellement du parc et de faire des économies à une échelle de parc. Donc, dans ce cadre-là, donc j'ai travaillé donc avec la métropole et dans le cadre de l'étude d'opportunité, globalement sur les sites de la métropole. Donc, je veux bien que vous changez de slide également. Donc, nous, on a en tout et pour tout 12 sites sur les 86 sites. On a 12 sites sur la métropole de Rouen. Et on a déjà fait des choix sur les typologies d'utilisation en tout cas de production de chaleur. Sur les 12 sites, on a Canteleu qui est déjà sur le réseau de chaleur, notre site de Rouen-Gambetta qui est aussi sur le réseau de chaleur de la métropole. Donc j'entendais tout à l'heure l'intervenant qui se posait la question pour Elbeuf. Moi, à mon sens, Elbeuf est toujours toujours d'actualité parce que je compte, en tout cas, j'ai échangé déjà avec la métropole pour pouvoir accorder notre centre d'incendie et de secours d'Elbeuf sur un réseau de chaleur. La même chose pour Saint-Pierre-les-Elbeuf, Sotteville, Grand-Quevilly et notre état-major du groupement Sud.
Nous avons 2 sites qui vont être en reconstruction à Saint-Martin-de-Bolcherville et à Duclair, où là, je vais aussi demander, solliciter Métropole Énergie pour avoir des notes d'opportunité en attendant que les projets soient un petit peu plus avancés sur ce que l'on attend en termes de consommation énergétique. Mais c'est vrai que ça nous intéresse d'avoir la note d'opportunité pour pouvoir sélectionner le type d'énergie dès la construction de nos bâtiments. Et finalement, il nous reste 3 sites. Un site où j'ai déjà une pompe à chaleur électrique sur Franqueville-Saint-Pierre et 2 sites qui sont en chaufferie gaz et dont la note d'opportunité nous a établi de faire une réhabilitation par la géothermie. Donc, moi, vraiment, l'idée, c'est d'essayer de regarder à l'échelle d'un parc, supprimer les énergies qui vont coûter cher et rentrer dans les énergies renouvelables. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi les sites de Rouen Sud et de Grand Couronne. Donc, on a fait les visites de ces sites en compagnie de la métropole et du bureau d'études. Ils nous ont fait une restitution d'études un mois et demi un peu plus tard. Et donc, oui, je vois le commentaire pour Saint-Martin-de-Beaucherville, j'échangerai avec monsieur tout à l'heure. Donc pour Rouen Sud et Grand Point, donc voilà, merci. Donc le centre de Rouen Sud, c'est un de nos plus gros centres d'intervention. Donc pour ceux qui connaissent un peu Rouen, on est juste en face de la prison, rue aux Anglais. Donc c'est un bâtiment qui se divise en 4 typologies. Un bâtiment où on a de la remise de véhicules, donc chauffés par des panneaux rayonnants, un bâtiment, donc le bâtiment C qui sont des vestiaires, donc c'est principalement du soufflage d'air chaud, et des lieux de vie dans le bâtiment D, et également des chambres. Un bâtiment E un peu plus bas, où à l'intérieur on a comment dire toute la partie administrative. Donc voilà pour la typologie du bâtiment. Donc actuellement on est chauffe au gaz. Donc pour avoir un visu de ce que nous fournit l'étude, l'étude nous fournit donc un comparatif entre nous fait une simulation du besoin de consommation énergétique et nous fait un comparatif des différents scénarios évoqués. Donc, soit de la plaquette forestière, de la géothermie sur nappe, la géothermie sur sonde. Après, l'étude, pour expliciter, est très complète et explique chacune des types de production d'énergie. Nous explique vraiment les tenants et aboutissants de ce qu'est un chauffage avec de la plaquette forestière, de la géothermie sur nappe, de la géothermie sur sonde, et nous parle de sa faisabilité. Donc, dedans, il différencie donc ce qu'on appelle le P1. Donc, le P1, c'est la consommation énergétique. Le P2, ce qui est l'entretien et la maintenance. Et le P3, c'est tout ce qui est gros renouvellement. Ça nous permet de faire un comparaison. Et ce qui nous sort sur cette étude-là, c'est que la géothermie sur sonde nous fait faire une économie de 16% vue en coût global. Donc le coût global, c'est énergie, exploitation et amortissement de l'investissement. En prenant en compte que la facture énergétique, c'était des factures énergétiques, donc du coup 2022, elle n'avait pas eu encore le temps d'évoluer à ce moment-là, et cette rentabilité-là augmente encore parce qu'on prend tous les ans des gros pourcentages de coûts d'énergie fossile. Voilà pour le site de Rouen Sud. Donc voilà, c'est ce que je reviens là-dessus. C'est donc le choix. Donc on nous a fourni aussi l'emplacement des potentiels sondes sur notre terrain. On le voit sur la vue satellite à droite. On voit également le gain. La répartition de l'investissement qui est à 53% sur le forage et les sondes, c'est le plus important. Le gain en CO2 où on voit qu'on réduit drastiquement les émissions de gaz à effet de serre entre la géothermie et la mise en place et notre installation actuelle. Et on a le détail aussi de
investissement qui, bien entendu, on reste je suis tout à fait conscient qu'on n'est que sur une étude d'opportunité, que derrière, on va enclencher une étude de faisabilité qui va ajuster tous ces tarifs-là et les valider ou les ajuster. Donc, un investissement global hors subvention de 260 000 euros. Donc, c'est un investissement très conséquent. Mais qui va permettre des subventions aussi importantes, ce qui va permettre d'obtenir la rentabilité de cette opération-là. Donc voilà pour notre site de Rouen Sud. Donc le centre d'incendie de Grand Couronne. Donc là, on est sur une typologie de bâtiment qu'on appelle volontaire ou à activité journalière. Donc il n'y a aucun couchage dans ce centre-là par rapport au centre d'incendie et de secours de Rouen Sud. C'est un bâtiment de fin des années 90, donc on arrive sur la fin de vie de la chaudière parce que doit avoir 25 ans. Donc se pose aussi la question du remplacement. Donc en ce moment, ce qui rentre aussi dans le coût de la rentabilité, parce que quand la chaudière est en fin de vie, on va falloir la changer, donc sortir déjà un billet de 15 ou 20 000 euros rien que pour un remplacement standard. Donc déjà c'est quelque chose. Voilà, ce qu'il faut prendre en compte aussi. Donc dans ce bâtiment-là, on est chauffé au gaz, on a une remise de véhicules et des zones administratives et des lieux de vie. Sur le bilan global, donc là on a regardé la partie granulée, la partie plaquette, géothermie sur nappe et géothermie sur sonde, et on voit que sur ce site-là, il n'y a rien qui ne sort fondamentalement positif. On arrive pour la géothermie sur sonde à un coût quasi équivalent. On est même plus cher si on prenait une exploitation au granulé bois. Alors après, c'est vrai que le bois et les plaquettes, pour un centre d'incendie et de secours, ça, surtout volontaire où il n'y a pas nécessairement du personnel sur place, ça génère aussi la problématique de l'approvisionnement, du suivi des camions qui vont venir livrer, et les chaufferies bois nécessitent une très forte maintenance. Donc oui, j'ai lu, ouais, bien évidemment, tout ça, ça s'étudie, c'est même le but de la note d'opportunité. Malgré tout, le choix, en tout cas pour Grand Couronne, va partir sur la sonde géothermie sur nappe. Donc, j'ai rajouté un graphique tout en bas par rapport à Rouen Sud qui parle du coût actuel du gaz et du seuil de rentabilité. Et sur l'évolution du coût de l'énergie gaz, on voit que dès qu'on va dépasser les 60 euros du coût du gaz naturel, on va rentrer dans la rentabilité. Et ces coûts-là, par rapport à l'étude, on a déjà changé depuis un an. Les 60 euros, on les a maintenant, c'est ce qu'on paye. Donc, on arrive sur le seuil de rentabilité sur le remplacement de sondes de géothermie par sonde de géothermie sur nappe. Donc, pareil que tout à l'heure, le détail de l'investissement et de ce projet-là. Voilà pour le centre d'incendie de Grand Couronne. Alors, ce que j'avais noté, c'est que pour l'étude d'opportunité, l'avantage, c'est que on a été accompagné par un bureau d'études, qu'on a eu une restitution par la métropole, et maintenant après cette note d'opportunité, j'ai eu aussi une assistance à la faisabilité. Madame Bréant m'avait aussi proposé des cahiers des charges pour les études de faisabilité pour la mise en place de sondes sur nos sites, ce que je suis en train de rédiger. Et après, il y aura derrière la mise en place d'une plateforme de subvention, donc si j'ai bien compris, à partir de janvier prochain. Et derrière, on va pouvoir lancer le marché et avoir un suivi. Donc voilà, et donc dans les axes de difficulté, je dirais que savoir la validation de nos décideurs, et c'est aussi pour cela qu'il est important d'avoir ce genre de note d'opportunité, parce que ça permet de donner les choses de manière factuelle, et en plus elles sont plutôt bien faites, très communicantes, et ça permet aussi
la compréhension des élus, de nos élus derrière, qui décident aussi du choix. Il faut aussi rester objectif. On reste sur des notes d'opportunité. Hein. Il n'y a pas l'étude. On n'est pas sur un niveau de bureau d'études avant la construction d'un bâtiment. Hein. C'est une étude qui reste malgré tout succincte et il faut bien avoir une étude de faisabilité derrière pour pouvoir valider le projet et surtout le coût et le gain de ces projets-là. Pour moi, une étude d'opportunité ne nous permet que de nous donner des ordres de grandeur dans chacun des axes, mais ça nous permet au moins de sélectionner et de partir sur une solution. Voilà. Après, j'ai noté aussi que c'était plus complexe à mettre en œuvre sur un projet de construction neuve parce que sur une note d'opportunité sur un bâtiment existant, on va avoir des consommations de référence, on va avoir des locaux de référence, et quand on part sur une construction neuve, on a toujours plein de questionnements sur les différents volumes. Ça évolue, les volumes, je parle de remise de véhicules, de couchage, de chambres, et donc ça fait évoluer aussi les consommations énergétiques et pour moi, c'est un petit peu plus complexe à mettre en œuvre parce qu'on va déjà partir sur une consommation énergétique qui est déjà simulée. Donc, on va refaire une simulation par rapport à une simulation. Donc, ça va être là un des points. Et pareil, j'ai marqué que fallait que là, ça se concentre uniquement sur la production de chaleur, mais qu'il fallait prendre en considération qu'on a une enveloppe et que malgré tout, pour faire des économies d'énergie, il faut en premier lieu travailler sur l'enveloppe et ensuite travailler sur la production de chaleur parce qu'on va permettre et de la dimensionner correctement par rapport à ça. Mais plus on va isoler un bâtiment, moins on consommera. Il faut pas tout voir que par la technique. Et là, on est sur la chaleur. Après, sur les axes de satisfaction, donc là, on travaille sur des énergies renouvelables, donc en gain carbone et environnemental, on est plutôt très très bien. La note d'opportunité, là, c'était un document qui pour moi était très très clair. Hein. Je l'ai dit et ça m'a été c'était un gros point favorable derrière pour pouvoir en discuter auprès de ma direction et auprès des élus pour pouvoir valider ces projets. Et donc voilà, c'est facile d'exploitation et en plus, ça nous permet de rentrer dans le cadre du décret tertiaire où on a l'obligation pour nos plus gros bâtiments d'atteindre une réduction de 40% une réduction de 40% de consommation énergétique. Et donc là, c'est un des volets qui peut rentrer dans le décret tertiaire. Donc voilà globalement sur ce que j'avais à dire sur cette note d'opportunité. Merci beaucoup, Monsieur R, pour cette présentation très claire également pour nous et pour les porteurs de projets, donc plutôt au public, qui ont aussi des contraintes dans la décision, les marchés publics, etc., et qui peuvent voir un petit peu comment ça se passe. Je vous invite également à préparer vos éventuelles questions pour la présentation de Monsieur R. En attendant, je voulais juste on vous transmettra ça par mail aussi. Sachez qu'il existe également... Pardon, vous nous entendez? Il existe également un petit témoignage en vidéo de la commune de Saint-Léger-du-Bourdonny qui envisage un projet géothermique. Donc, un petit témoignage aussi sur des écoles que vous pouvez consulter en ligne. Et par ailleurs, l'ADEME, sur son site Fond Chaleur, qui donc regroupe énormément de ressources sur les projets de chaleur, a réuni de nombreux témoignages en vidéo d'entreprises et de communes, de porteurs de projets publics dans d'autres régions aussi, qui sont disponibles sur le site. Donc, notamment si vous avez, parce que là, vous voyez, on vous a présenté 2 expériences avec un projet donc d'une TPE-PME d'un montant, d'un petit montant, et puis un projet public plus gros. Et vous avez en fait tous les profils de projets, de porteurs de projets, toutes les énergies. Là, vous voyez par exemple un exemple de solaire thermique. Donc voilà, en fonction de ce qui vous intéresse et de votre profil, vous trouverez, je pense, matière aussi sur le site de l'ADEME pour compléter votre avis. Donc voilà, avant qu'on termine et notamment qu'on vous explique comment passer à l'étape suivante, si vous êtes intéressé pour ce projet-là, est-ce que vous avez des questions pour Madame Bruno et Monsieur R? J'en profite également pour signaler, parce que
Monsieur R et Madame Bruno ont bien insisté sur la nécessité de rénover en même temps, et préalablement, idéalement, au changement de chauffage, hein, évidemment, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. À signaler aussi que les chaudières gaz ne sont plus aidées financièrement désormais et que les chaudières fuel ne peuvent plus être remplacées à neuf. On ne l'a pas dit, mais voilà, c'est interdit désormais d'installer de nouvelles chaudières fuel. Donc, si vous avez des installations au gaz et au fuel, ayez ça aussi en tête dans votre prise de décision. Eh bien, écoutez, je crois qu'il n'y a pas plus de questions. Je vous remercie beaucoup, Monsieur R et Madame Bruno, pour Merci. vos présentations très claires. Et donc, je vous souhaite bonne chance dans la suite de vos projets respectifs. Merci beaucoup. Merci. Pour terminer, on vous propose, pour voir si vous avez bien retenu les principales informations à retenir sur l'accompagnement, un petit quiz. Margot, je te laisse diffuser les 3 questions sur les informations essentielles de ce contrat. Oui, et c'est lancé. Donc, la première question, les études d'opportunité sont-elles gratuites? Oui ou non? Donc, simplement pour s'assurer que tout le monde est bien au clair sur ce qui a été dit. Et donc, tous les répondants répondent oui. C'est en effet la bonne réponse. Hop, je vous propose la question suivante. Les opérations des particuliers sont-elles éligibles? Oui ou non? Super, on voit que vous avez été concentrés tout du long du webinaire. En effet, les opérations des particuliers ne sont pas éligibles au contrat de chaleur. C'est donc la réponse non. Hop, et je vous propose une dernière question. Hop, qui apparaît désormais à votre écran. Est-il possible de commencer les travaux dès cette année en 2023? Alors, on va mettre fin au sondage et Esther, je te laisse répondre à la question, puisque du coup, c'est mitigé. Ouais. Alors, il est important de préciser que les travaux ne peuvent pas commencer en 2023. En fait, ils ne peuvent pas commencer avant la signature du contrat. Par contre, ce que vous pouvez commencer avant la signature du contrat, ce sont les études, c'est-à-dire ce qu'ont notamment fait Monsieur R et Madame Bruno. Donc, prendre attache avec le service Énergie Métropole, démarrer les échanges et la réflexion sur votre projet. Ça, c'est tout à fait possible. En revanche, les travaux d'installation, c'est pas possible. Voilà, c'est important de l'avoir en tête parce que ça rendrait votre projet inéligible si vous commenciez par exemple à signer un devis d'installation, pas un devis, pardon, à signer si vous avez accepté un devis d'installation. Voilà, ça n'est pas possible. Il faut que les subventions aient été attribuées avant et pour ça, il faut que le contrat soit signé. Hop, et pour conclure, je laisse peut-être Agnès expliquer les prochaines étapes pour ceux qui souhaiteraient poursuivre. Oui, merci Esther. Donc j'espère qu'on vous a donné envie. En tout cas, les témoignages étaient très intéressants. Donc si vous avez des idées de projets ou des projets un peu plus précis, n'hésitez pas à nous en faire part. Donc soit en complétant le lien dont vous voyez l'écran ou en scannant le QR code, notamment Tiffaine Bréant qui est vraiment là sur le terrain. Elle a laissé ses coordonnées sur le PowerPoint que vous aurez. Donc, allez-y, venez nous rencontrer pour pouvoir échanger. Pour les bureaux d'études qui étaient là ou les têtes de réseau, n'hésitez pas aussi à nous solliciter. On peut intervenir lors de réunions ou d'événements spécifiques à ce sujet. Et voilà, partager la communication sur le contrat de chaleur. Il y a des enjeux d'aide au financement qui sont quand même la clé pour pouvoir passer à l'acte. Donc, voilà. Ensuite, pour pouvoir continuer et continuer à vous informer, on a d'autres rendez-vous. Maïté, je peux te laisser te présenter le prochain rendez-vous qui est organisé par l'ADEME, si tu es toujours là. Oui, oui, oui. Oui, effectivement, l'ADEME organise une journée de sensibilisation à la géothermie qui a lieu très prochainement, le 16 novembre, au pavillon des transitions à Rouen. Vous pouvez toujours vous y inscrire. Cette journée est plutôt à destination des maîtres d'ouvrage, quels qu'ils soient, collectivités, entreprises, bailleurs, etc. On aura une matinée de conférences, d'état des lieux et de contexte de la géothermie en Normandie, des retours d'expérience et en début d'après-midi, une visite d'un bâtiment équipé en géothermie. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Merci beaucoup.
Et puis, donc, vous avez à nouveau le contact en bas de l'écran. Pour mémoire, on vous envoie toute cette présentation dans la journée à votre adresse mail si vous étiez inscrit. Et comme ça, vous aurez accès à tous les liens et toutes les informations, les vidéos, etc. Écoutez, il nous reste à vous remercier de votre attention, de votre participation, d'être resté jusqu'au bout et en espérant vous revoir rapidement dans le dispositif du contrat de chaleur renouvelable.